Trouvent ensemble, etc. Donc l'isolement, oui, on est isolé, mais je pense que parfois il y a sûrement des gens à Paris qui sont plus isolés que nous au milieu de leur immeuble parce qu'ils voient personne. Il y a une énorme liberté. Ça c'est un luxe aujourd'hui, même dans toute l'île de l'Ouest, il n'y a pas de police, par exemple. Nos enfants ont appris à conduire à 13 ans et ils conduisaient à la Land Rover pour aller voir les amis. De temps en temps, en hiver, ça fait des journées parfois un petit peu longues, justement parce qu'il fait froid et que il fait chaud, mais en même temps, il y a tellement après, on part et on part en moto, pousser les motos et on est là-haut avec toutes ces îles et ces vues magnifiques et c'est tellement sauvage que voilà, ça remplit la vie et on est heureux. Nous avons passé la nuit à l'ancre en face de Grave Cove. Au matin, après une courte navigation d'à peine 20 km, nous arrivons à West Point Island. Arrivés sur le rivage avec le premier Zodiac, nous restons un long moment à observer dans un silence quasi religieux le réveil de la nature. Mélanie, la géologue de l'expédition, est sous le charme de ce paysage. Les îles des Malouines ont été une grande surprise pour moi parce que j'étais jamais venue dans l'Atlantique Sud. Et ce que j'ai vu au cours des semaines précédentes, c'est l'Antarctique. Alors avec des paysages épiques, avec des montagnes qui tombent dans l'eau, des montagnes très hautes, beaucoup de neige. Et en fait, d'arriver aux Malouines, c'est un paysage qui est très vert, avec des pentes assez douces, avec des roches très claires et beaucoup de lumière. Et puis alors, ça n'a rien à voir avec la géologie, mais ici, on sent la nature, on sent les herbes, on sent les animaux, on sent les fleurs. Et c'est vrai que pour moi c'est une grande surprise. Ça me fait pas penser à quoi que ce soit que j'ai vu jusqu'à présent. Et je trouve ça magnifique et très dépaysant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. C'est très hospitalier finalement. Progressivement, les premiers passagers débarqués des Zodiacs gravissent le sentier qui mène jusqu'à la maison de Jackie et d'Alan. Comme Marie-Paul et Hugues, leurs voisins français, ils élèvent des moutons. La ferme appartient à un riche propriétaire installé à Port Stanley, mais ils nous accueillent comme s'ils étaient chez eux. Le chef d'expédition et le fermier. Oui, mais il est plus souvent sur Facebook que moi. C'est un fermier très moderne. Oui, on essaie de l'être. Sur l'île, on a le téléphone, la télévision, Internet. On est donc totalement connecté au reste du monde. On est trop occupé pour penser à notre isolement. On a tellement à faire chaque jour. On s'occupe des animaux, des oiseaux, avec la maintenance de la ferme. Mais ce qui maintient l'activité dans une île comme celle-ci, c'est le tourisme.
Le thé et les gâteaux, c'est une tradition très ancienne aux Falklands. Pourquoi je fais ça? Pour le plaisir de vous recevoir. Je vois que vous appréciez mes gâteaux, et puis je prends plaisir à faire ça. Parfois, bien sûr, c'est bien de partir en vacances, d'être anonyme, d'aller dans un endroit où personne ne vous connaît. Ici, on n'est que tous les deux, mais les Falklands, c'est tout petit et tout le monde se connaît. Oui, c'est agréable de partir loin de temps en temps. L'heure du départ approche. Delphine ne sait pas si elle reviendra un jour à West Point. Qu'importe, ses amis du bout du monde resteront ses amis. Si on ne se voit pas souvent, pour des raisons évidentes, on garde un lien. Alors, au cours de l'année, on essaye de le garder, bien sûr, mais chacun est très occupé. Mais ça peut être des petits messages avec la façon moderne de Messenger, d'autres moyens sur Internet. Et puis, quand on se retrouve pour de vrai, c'est un peu comme si on ne s'était pas quitté. C'est un peu comme si on s'était vu la veille. C'est des vraies amitiés. Faites un bon voyage. Et merci d'être venu. Nous avons repris le cours de notre voyage. Durant les longues heures de navigation, les passagers suivent des conférences ou se reposent dans leur cabine. Jean-Louis préfère s'installer à l'arrière du bateau pour s'adonner à sa passion, l'aquarelle. Et le fait est qu'il a un joli coup de pinceau. On est sur l'arrière du bateau, là. Je viens de faire le sillage avec les oiseaux, il n'y en a pas beaucoup, je les ai un peu imaginés. Alors voilà, c'est ça le problème. On n'a pas toujours, surtout quand c'est des sujets mouvants, ils viennent et ils repartent, ils ne reviennent pas, et il faut continuer parce qu'on n'a pas fini. Parce que j'ai fait le petit cottage à West Point Island aux Falklands, où on s'était arrêté. Ça a quand même une autre vie que les photos, moi, je pense. Voilà. Nous faisons route vers Saunders Island. Dernière escale aux îles Malouines pour admirer les élégants manchots papous avant de prendre le large en direction de la Géorgie du Sud. En mettant le cap vers la Géorgie du Sud, le voyage prend une nouvelle dimension. Nous quittons l'océan Atlantique pour les eaux froides et riches en plancton et en nutriments de l'océan austral. Nous franchirons bientôt la zone de convergence, une frontière invisible qui marquera notre entrée dans la zone antarctique. We are in position 51 degrees and 54 minutes south. La température à l'extérieur et l'eau de mer à peu près identique, 8 degrés. Donc on est encore loin de la convergence. Donc nous passerons probablement demain matin. Et à ce moment-là, on va rentrer dans la zone antarctique avec une température qui descendra aux alentours de 1 ou 2 degrés. Le grand salon du Lyrial, habituellement si calme, est en proie à une curieuse agitation. On a passé 2 jours aux Malouines, dans des endroits où il y a beaucoup de tussocs, d'herbes, de graines, de pollen. Donc il faut qu'on essaye d'enlever tout ce qu'on peut au mieux de nos capacités
surtout des bottes, des vestes et de tous les vêtements en fait, que les passagers vont porter à l'extérieur. Il faut vraiment qu'on s'assure que tout soit propre pour ne pas amener en fait, d'espèces invasives en Géorgie du Sud. Tous les bateaux qui croisent en zone antarctique sont soumis au contrôle d'un organisme onusien, IAATO. Delphine réunit tous les passagers au théâtre pour leur expliquer les raisons de cette procédure un peu contraignante. Alors bien sûr, les membres IAATO, voilà, ça c'est toujours intéressant à savoir, sont présents au Conseil des Nations de l'Antarctique. Le but c'est de montrer que les touristes se comportent aussi bien, sinon mieux que des scientifiques, puisqu'ils sont encadrés, et vraiment continuer à ce que nous ayons accès à ces terres si belles que nous avons envie de protéger, mais aussi de partager avec vous. Équipe de naturalistes et équipage, tout le monde est mobilisé pour permettre au débarquement d'avoir lieu. Tout semble en ordre, à l'exception d'une grosse dépression qui fait son apparition sur les écrans de la passerelle. Pour l'instant, la nouvelle ne semble pas inquiéter le commandant. Avec Delphine, la chef d'expédition, il prépare le premier débarquement. Tout doit être fait pour ne pas rompre la magie du voyage. Donc a priori, là, au niveau timing, on devrait y être vers 6h30. Là, on marche bien, on marche 15 nœuds, il fait beau. Donc si on peut se garantir deux belles manchotières, du paysage et tout ça, ce serait super. C'est fabuleux de traverser l'Atlantique, déjà en soi. C'est un voyage, hein, que ce soit sur un voilier, un navire confortable comme le nôtre, ça reste une expérience, je trouve, très forte de se retrouver aussi isolé. Jours et 1600 km depuis le départ des Malouines, nous arrivons en vue de la Géorgie du Sud. La force de la Géorgie du Sud, c'est le contact avec les animaux. Donc j'ai vu des gens pleurer, tellement le choc est immense, on ne s'attend pas à la Géorgie du Sud. La Géorgie, moi, la première impression, c'est un décor qui vous prend les tripes. Voilà, donc c'est toujours un grand moment. D'ailleurs, je ne veux pas tarder à faire un petit appel pour un livre. Hérissée de sommets culminant à plus de 2000 mètres, balayée par les vents des 50e hurlants, impressionnante de puissance et de beauté, la Géorgie du Sud, c'est le paradis de la faune australe. Il y a des règles très strictes en Géorgie. S'il y a trop de faune sur une plage, on ne débarque pas. C'est très très contrôlé, mais c'est aussi ouvert. Waouh, regarde, on coule dans l'eau. Ça va, j'ai évité de les... C'est très peuplé, comme à chaque intersaison. Vous pouvez marcher lentement jusque devant la colonie. On a juste besoin de placer quelqu'un pour réguler le trafic. C'est indescriptible. C'est pour ça qu'il faut venir en fait. La plage elle est couverte de manchots, de petites otaries. Là je vois à la manchotière il y a un trafic mais de dingue. Voilà, et vous voyez parfois il y a
des petites rafales de vent là, qui viennent des montagnes. Il y a une régulation naturelle qui fait que beaucoup de gens, comme ma propre équipe, vont arriver là et se poser. Parce qu'en fait, il n'y a plus besoin d'aller nulle part. On se pose et tous les animaux viennent à nous. Nous emboîtons le pas un peu hésitant d'un petit groupe de manchots. Ces retardataires finissent par intégrer une colonne longue de plusieurs centaines de mètres. Comme attirés par une force occulte, ils suivent tous cette autoroute qui mène à la colonie. On était au Malouines, j'adore les Malouines, on était avec les albatros, les gorfous, mais là tout d'un coup on arrive et c'est le choc du nombre. Il y a peut-être 60 000 manchots qui sont en train d'aller vers la plage et qui font des allers-retours entre la plage et la colonie. Certains reviennent avec une espèce d'énorme ventre, ils ont du mal à marcher et eux en fait ils sont pleins de poissons, donc ils vont les nourrir le poussin qui est dans la colonie et qui les attend, un poussin avec tout le duvet marron très caractéristique de cette espèce. Et on peut les voir là, certains ont vraiment du mal à marcher avec un gros ventre, c'est que ce sont des bons pêcheurs, la pêche a bien marché pour eux. Alors, ils sont vraiment très beaux, tous ces manchots-là, ils sont aussi assez grands, hein. C'est-à-dire qu'ils font tous 90-95 cm. Bon, bien sûr, il y a des petites variations individuelles, mais c'est aussi la façon dont se positionne un manchot. Il y en a certains qui s'étirent un peu, il y en a qui s'affaissent, il y en a qui bougent. Orange, gris, noir, les magnifiques couleurs arborées par le manchot royal sont des attributs sexuels. La production des pigments colorés demandant beaucoup d'efforts, les manchots les plus éclatants sont donc ceux qui possèdent la meilleure forme physique. Une façon assez simple de trouver un bon partenaire. Naranja, negro y blanco, y marrón. Les manchots royaux ne font pas de nid, mais couvent l'œuf sur leurs pieds. Une maladresse ou un moment d'inattention et les rapaces se précipitent sur le festin. Boules de duvet marron perdues au milieu de la colonie, les poussins doivent attendre 18 mois avant d'arborer les belles couleurs de l'âge adulte. Bon, un manchot, par essence, c'est curieux, mais après, ils ne sentent aucune peur. C'est-à-dire qu'on n'est pas un prédateur, ils ne sont pas programmés pour avoir peur de nous. Alors, dans le passé, dans certaines îles, ils auraient dû avoir peur de nous, puisque dans certaines îles subantarctiques, les manchots ont été exterminés pour l'huile, ou certains ont été exterminés parce qu'ils étaient utilisés comme combustible pour faire fondre la graisse des éléphants de mer. Au cours du XXe siècle, l'économie mondiale se tourne vers d'autres ressources situées dans le sous-sol de la planète. Les stations baleinières de Géorgie du Sud ferment progressivement leurs portes. Les manchots, qui avaient été presque totalement exterminés, reprennent possession de leur territoire. Pour moi, c'est un endroit des plus magiques que j'ai jamais vu sur Terre, avec des montagnes magnifiques et un environnement incroyable. Tous ces manchots, Cette multitude de manchots, c'est incroyable. incroyable. Il faut être là, il faut être présent pour avoir cette sensation qu'on ressent tout de suite et on est émerveillé. Voilà. Il n'y a pas d'autre Comme mot. les enfants. Ce premier contact avec la nature subantarctique a été un moment d'intense émotion. Pendant un court instant, nous nous sommes pris pour des explorateurs. Rêve adolescent. Le monde est bien plus beau quand il est mystérieux. Je suis sûre qu'il y a des sommets qui n'ont pas été tous faits, tous parcourus. Et puis encore une fois, chaque jour un peu une surprise. Donc ouais, une vraie expédition avec le confort de ce beau bateau. Poursuivant notre exploration, nous pénétrons dans la baie Fortuna.
Comme un peu partout le long de la côte nord de la Grande Île, l'océan s'est emparé des vallées abandonnées par le recul des glaciers. Le phénomène concerne l'ensemble des terres subantarctiques. Plus étonnante en revanche est l'histoire géologique de la Géorgie du Sud. Elle doit sa présence au milieu de l'océan Atlantique à un tour de passe-passe de la nature et de la mystérieuse dérive des continents. Alors ici en Géorgie du Sud, on est dans un environnement complètement différent. Vous le voyez dans le paysage, ça n'a rien à voir. Et pour cause, c'est un petit fragment de continent qui vient d'à côté de la Terre de Feu, en fait. Alors que les Malouines venaient de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc quand les plaques tectoniques ont bougé, ces deux petits continents sont passés l'un par rapport à l'autre. Donc en coulissage. Et ici, les roches qu'on voit, c'est des roches qui se sont formées donc en bordure, des roches sédimentaires qui se sont formées en bordure de la Terre de Feu et qui ont 100, 120 millions d'années. Donc on a un peu de tout, ça s'appelle des turbidites. Donc ça fait ces paysages assez incroyables avec des morceaux de roches qui sont très durs et puis plein de petites roches beaucoup plus friables qui recouvrent les sommets. On a aussi la vallée qui a été érodée pendant l'ère glaciaire. Le glacier recule depuis des années et ça a sculpté comme ça, laissé des moraines tout le long de la vallée, donc on a cette grande plaine. Les otaries à fourrure ont pris possession de cette vallée verdoyante et s'ébattent dans les petits cours d'eau alimentés par le ruissellement des torrents de montagne. Longtemps abandonnés aux chasseurs de baleines et aux trappeurs, c'est au tour des explorateurs de mettre le cap sur les régions polaires. Au début du XXe siècle, la conquête des pôles passionne les foules. En 1911, le Norvégien Roald Amundsen atteint le pôle Sud. Pour le Britannique Ernest Shackleton, qui a échoué à 100 km du but, la déception est cruelle. Mais l'homme a du caractère. Il relève donc un nouveau défi. Il veut être le premier à traverser le continent antarctique. Le 5 décembre 1914, Shackleton quitte la Géorgie du Sud à bord de l'Endurance. Le 15 janvier 1915, emprisonné dans les glaces de la mer de Weddell, l'Endurance commence à dériver. En septembre, le dégel printanier fissure la coque. L'eau s'infiltre et l'équipage doit quitter le navire. Le 21 novembre, l'Endurance, broyée, est avalée par la banquise. On associe la Géorgie du Sud avec l'Odyssée de l'Endurance et Ernest Shackleton. Je pense à Ernest Shackleton et son aventure, mais je pense aussi au commandant de l'Endurance, Worsley, qui effectivement a réussi la prouesse de faire quelques observations astronomiques pour retrouver la Géorgie. Le 9 avril, devant la fragilité de la glace, les canaux sont mis à l'eau. Après 5 jours d'une navigation épuisante, les hommes débarquent sur l'île Éléphant. L'île est inhospitalière et située à l'écart des routes maritimes. Shackleton et 5 hommes reprennent la mer pour aller chercher du secours en Géorgie du Sud. Arrivé le 9 mai, c'est à pied au travers de la montagne enneigée qu'ils doivent finir le chemin pour atteindre les stations baleinières de la côte nord. La traversée de l'Antarctique est un échec, mais l'aventure humaine, une victoire exceptionnelle. Depuis notre arrivée en Géorgie du Sud, les 40e rugissants se sont fait discrets. Nous poursuivons donc sereinement notre route le long de la côte vers Grytviken, le seul endroit habité de l'île.
navigation, les premières maisons de Grytviken apparaissent au fond de la baie. Fondée en 1904 par le Norvégien Carl Anton Larsen, la station baleinière cesse son activité en 1966. Une vingtaine de personnes vivent ici durant l'été austral pour accueillir les visiteurs, mais elles ne sont plus que 2 pendant l'hiver. Une façon de marquer la présence britannique dans cette île du bout du monde. Grytviken est devenu un lieu de mémoire, celle de l'histoire baleinière, mais également d'Ernest Shackleton qui meurt ici alors qu'il est en route pour une nouvelle expédition en Antarctique. Refusant les funérailles nationales en Grande-Bretagne, son épouse le fait enterrer dans le petit cimetière de Grytviken. Il y a un voyage qui est un voyage dans cette espèce d'univers naturel extraordinaire, mais c'est aussi les explorations, et ça c'est la partie, je dirais, ethnologique, et ça c'est important. C'est important d'honorer ces navigateurs qui sont venus à une époque où quand même les conditions étaient dures, ils n'avaient pas les moyens, l'instrumentation, les navires que nous avons maintenant. Donc je pense que honorer la mémoire, comme on le fait pour Shackleton quand on est dans l'océan Antarctique, c'est important. C'est important pour nous, marins, c'est important de faire partager cette mémoire aussi à nos passagers, parce que c'est ça le voyage. Bon, c'est une histoire extraordinaire, hein, humaine, d'un point de vue humain, mais aussi une histoire maritime. Et Shackleton était irlandais, anglo-irlandais, et donc il buvait, il aimait bien se retrouver avec ses hommes et boire du whisky irlandais. Et ses équipages, donc autour de la table, disaient « to the boss ». Et donc ensemble, on peut dire « to the boss », on boit et on verse la fin du whisky sur sa tombe. « To the boss ». Hop, voilà. Ah oui, la tombe, il n'est pas fait. Après 2 semaines passées en immersion quasi totale au cœur de la nature subantarctique, la vision des vestiges rouillés de l'ancienne station baleinière est un cruel rappel de l'histoire du monde. Dans les stations baleinières de Géorgie du Sud, des centaines de milliers de baleines ont été exterminées, découpées et bouillies pour en extraire la graisse. La prise de conscience écologique, la préservation des espèces animales, la sauvegarde du patrimoine naturel sont des idées neuves. Pendant longtemps, l'homme s'est contenté de puiser sans état d'âme dans les ressources du sol et de la mer, comme nous le rappelle Sarah Lercoq, la directrice du musée de Grytviken. L'histoire de cette île est liée malheureusement à la surexploitation des ressources naturelles. Ça a commencé avec les phoques. Les premiers chasseurs de phoques qui sont venus ici les ont pratiquement exterminés. Puis les chasseurs de baleines sont arrivés et ils ont fait la même chose. Puis les pêcheurs russes ont épuisé les stocks de poissons comme la bocasse marbrée et ça a continué à se répéter encore et encore. Donc quand on voit la taille de cette station baleinière abandonnée sur cette île, ça nous rappelle que si on gère mal nos ressources, ça peut vraiment mal finir. Je vis ici depuis plus de 20 ans. En tant que biologiste, j'ai toujours autant de bonheur. Quand je me lève et que j'ouvre mes rideaux, de voir les manchots royaux, les otaries à fourrure, les éléphants de mer. Dès que je m'absente, cette île me manque. Pour moi, il est impossible de se lasser d'un tel endroit. Une nouvelle fois, nous levons l'ancre pour reprendre le cours de notre voyage. Le souvenir des moments d'exception que nous avons vécus au Malouine ou en Géorgie du Sud continue à vivre en chacun de nous. Moi qui suis un amoureux des oiseaux de mer, c'est un de mes voyages préférés en fait. Et on explore ces terres où quand même il y a des choses qui ne sont pas encore bien cartographiées. Je dis aux passagers, chaque débarquement est un cadeau. Cette aventure est loin d'être terminée. Au cours des prochaines semaines, nous allons poursuivre notre exploration des paradis perdus de l'Atlantique Sud. Après de nouvelles escales en Géorgie du Sud, nous nous enfoncerons au cœur de l'océan. Accompagnés par les vents des 40e rugissants,
nous mettrons le cap sur Tristan da Cunha, l'île habitée la plus isolée du monde. Quatre semaines après notre départ de Terre de Feu aux confins de l'Amérique, notre voyage s'achèvera devant la ville du Cap, à l'extrême sud du continent africain. TV5 Monde, magazine culturel francophone, 300 millions de critiques.